Nous retrouvons nos invités Pascal Edo Agbové, Firmin Teko Agbo et Gabin Adjao pour la suite et la fin de notre débat. On va parler de cette décision des autorités de libérer les abords des routes. C'est une décision qui irrite, comme je l'ai dit tout à l'heure, certains Togolais et qui plaît aussi à d'autres Togolais. Heureusement, Pascal Edo Agbové a écrit quelque chose sur cela. On a des personnes ressources ici pour parler justement de cette décision qui est sortie. Pascal, d'abord, on veut connaître le contenu de votre sortie. Bien, d'accord. Je crois que cela fait quelques jours où nous avons suivi sur les réseaux sociaux d'abord des messages audio venant de la part des artisans, certains acteurs économiques qui ont été invités par les autorités, notamment le préfet, pour leur faire savoir la décision du gouvernement de libérer les empreintes des voies publiques, surtout à Lomé. C'est ce que nous avons écouté premièrement. Et c'est ce qui a été dit. Et donc, on leur a donné le délai du 15 février pour libérer les voies. Après tout, nous avons aussi lu un arrêté interministériel signé par le ministre en charge de la décentralisation et son collègue en charge de l'enseignement primaire secondaire de l'artisanat. Voilà. Et donc, il y a un peu de confusion. La première version dit qu'on leur a dit de libérer toutes les voies. C'est ce que le préfet a dit à ceux qui ont participé à sa réunion. Mais le nouveau document que nous avons, ça donne juste des précisions sur les abords des établissements oui, ça c'était avant. Les établissements. Donc, voilà. Il y a deux situations. Donc, en gros, c'est qu'il y a une confusion. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les autorités ont décidé quand même de déguerpir certains opérateurs économiques évoluant plus dans le secteur informel qui ont implanté leur business aux abords des routes et surtout à Lomé. Ça, c'est un fait. Ouais. Maintenant, la question qui est, je crois que en analysant la décision des autorités, nous pouvons leur donner raison. Parce que, en tant que citoyen, quand vous parcourez Lomé, parfois, ce n'est pas beau à voir. Les gens, parfois, occupent les trottoirs, tellement que même il y a des risques. Et cette situation n'est pas bien. Parfois, même la manière dont les choses sont installées au bord des routes, ça ne rend pas joli la ville. Et parfois, il y a aussi risque d'accident. Parce que si vous êtes trop proche de la route comme ça, quand il y a des dérapages, quand il y a des accidents, c'est-à-dire que ça peut créer des dégâts énormes. Et donc, parfois aussi, pour les autorités, c'est difficile de collecter des impôts et taxes auprès de ces acteurs économiques. Donc, je crois que les autorités ont fait un constat. C'est tout à fait normal. Mais la question que nous posons, est-ce que cette décision n'aura pas des conséquences sur ces citoyens en cette période de la vie chère? Nous savons que ces opérateurs ont traversé une période de crise depuis 2020 à cause de la pandémie de coronavirus et après tout la guerre russo-ukrainienne qui aussi a entraîné la vie chère. Et donc ces acteurs ça arrive difficilement à joindre les deux bouts, c'est à faire face à leurs obligations. Et autre chose également, le gouvernement même a entraîné une dynamique entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'à travers des campagnes de sensibilisation des citoyens, en encourageant les citoyens vers l'entrepreneuriat. Or, en faisant tout cela, on n'a pas pris des mesures en amont pour créer des conditions. C'est-à-dire qu'en mettant en place des infrastructures qu'il faut pour permettre à ceux qui veulent entreprendre d'avoir des endroits, des cadres décents pour pouvoir exercer leur activité. Et donc, c'est difficile même parfois d'avoir même des boutiques, des locaux au bord des routes pour implanter son affaire. Et des gens parfois sont obligés de se débrouiller pour avoir une place. Et ça, d'abord, ce sont les effets des efforts du gouvernement en matière de promotion de l'entrepreneuriat. Maintenant que ces acteurs-là ont implanté leur activité avec leurs mêmes ressources, d'autres même avec des prêts, et d'autres même ont eu l'autorisation auprès des mairies pour s'implanter, et même l'OTA, même les mairies même collectent parfois les impôts et les taxes auprès de ces acteurs économiques. Si nous nous rendons compte que ce qui se passe n'est pas bien, alors ça c'est un fait, je suis d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ça c'est un problème social. Donc il faudrait que tous les acteurs se retrouvent pour réfléchir.
S'il faut déguerpir ces acteurs-là pour libérer les empreintes de voies publiques, c'est une très bonne chose. Maintenant, quelles sont les conséquences de cette décision sur les acteurs concernés et sur les pouvoirs publics? Parce que les communes et l'État aussi vont subir, parce que certains opérateurs économiques ne pourront même plus exercer leur activité après leur envoi. Ça veut dire que c'est une perte de recettes fiscales qu'on va constater à ce niveau-là. Également, le problème de chômage qui va entraîner, et problème de prostitution, problème de vol, et puis des frustrations qui vont entraîner aussi des violences. Alors, donc, si nous constatons cela, il va falloir que nous puissions vraiment réfléchir pour voir quelles sont les mesures d'accompagnement qu'on peut prévoir pour faciliter l'application de ces décisions de manière à ce que toutes les parties prenantes puissent quand même être satisfaites. Donc, je crois que c'est là où nous avons essayé de mener une réflexion en disant aux autorités que cette décision est salutaire, mais nous estimons quand même que pour que cette décision soit appliquée dans l'intérêt de toutes les parties prenantes, il faut prendre des mesures. C'est ce qui a justifié nos sorties. Et nous avons fait un certain nombre de propositions que nous pourrons partager sur ce plateau. Vous avez fait un bon développement également, le côté positif, le côté négatif et surtout des solutions. Firme Tekouagbo, j'ai fait un voyage au Bénin et j'ai vu comment la ville est aussi propre, j'allais dire, parce qu'on a eu à prendre cette décision là-bas chez nos frères de l'Est. Le Togo est en train de prendre également cette décision. Mais comme Pascal l'a dit, il faut trouver en amont des solutions. Oui, c'est une décision citoyenne. Parce que vous savez que le fait d'encombrer les voies publiques, les trottoirs, constitue un acte incivique. Quand vous allez lire toutes les règles de la citoyenneté, vous allez trouver ça dedans. Et c'est une décision, je ne dirais pas c'est le terme, mais c'est une décision bonne, appréciable, sauf qu'elle doit se faire de façon échelonnée. Il faut qu'on donne du temps au temps. Et là, on parle du 15 février. Ouais, 15 février. Oui, c'est trop tôt, 15 février, parce qu'il y a des gens qui ont passé 12 ans, 20 ans sur des trottoirs. Hein. Voilà. Il y a des gens qui ont passé assez d'années sur des trottoirs. Et du jour au lendemain, vous allez les démolir. Alors qu'ils ont construit leur vie avec ces genres de pratiques. Comment ça va se faire? Vous allez démolir toutes des vies. Ça va être tellement difficile à gérer. Donc, moi, ce que j'aurais proposé, je suis dans la seconde dynamique de Pascal Edouard Bouvet. Donc, il faut donner un peu de temps et trouver d'autres mesures alternatives. Le fait d'encombrer les voies publiques, c'est un acte à condamner. Ce n'est pas une bonne chose. Mais ça doit se faire de façon progressive. Et il faut qu'on arrive à trouver des solutions à juste milieu pour ne pas aboutir aux conséquences vraiment fâcheuses. Parce que l'État perd en termes de recettes. Peut-être l'État, même sans ses recettes, pourrait s'en sortir. Mais les individus, mais les bonnes dames, ces jeunes garçons qui vendent aujourd'hui des électroménagers, qui vendent aujourd'hui des télévisions, qui ont des clients depuis des années, c'est ces jeunes qui sont devenus coiffeurs, c'est ces jeunes qui vendent de la viande de porc au bord de la route pendant des années. Il y a des gens que je connais qui font 10 ans dans ces pratiques. Donc comment... quelles mesures alternatives le gouvernement propose à ces jeunes-là? Ils doivent prendre la décision, mais il faut voir aussi l'autre côté. L'État pourrait s'en sortir, c'est même sans ces recettes-là. Mais l'individu, mais la personne humaine, le Togolais, qui va avec ces occupations-là, je pense que ça va être un peu difficile à gérer. C'est vrai, quand vous voyez certains quartiers, il est difficile aux piétons de pouvoir circuler. C'est normal. Il est difficile aux piétons de circuler ou à d'autres usagers d'emprunter ces voies-là. Mais le gouvernement peut revoir ces papiers ou des discussions peuvent se poursuivre pour qu'on puisse trouver un juste milieu. Ou pourquoi ne pas aller jusqu'en juin? Et là, parce que juin, 6 mois... Les gens vont prendre des dispositions. Les gens vont prendre des dispositions. Les gens vont se taper d'autres quartiers, vont chercher d'autres lieux, d'autres localités. Si moi je suis à Agbalepédo, oui, c'est là. Et c'est bien ça aussi. Quand vous êtes à un niveau, vous avez des clients peut-être du quartier, et il y a des gens qui vous connaissent avec ça. C'est pour ça, moi je me rappelle très bien quand on était jeune journaliste, on était sur une radio privée, je travaillais à un FM en 2008, c'est 2008, c'était en 2007. Alors, il y avait au grand marché de Ridjanawe, en bas,
pas dans le marché en bas, il y a des gens, c'est-à-dire sur la place publique, quoi. On avait demandé à certains de quitter, de libérer cet espace-là pour aller se chercher des places à l'intérieur du marché. Mais ça a été des affrontements pas possibles. On avait tiré des gaz lacrymogènes. Les femmes ne voulaient pas accepter du tout. Les femmes ne voulaient pas accepter. Je pense pas qu'on avait tiré de gaz lacrymogènes, je ne pense pas. Mais ça a été des situations de violence. Les femmes avaient crié parce que c'était leurs habitudes. Les femmes nous avaient dit à l'époque que ça fait 20 ans qu'elles sont là-bas. D'autres vous disent 16 ans. D'autres encore vont encore plus loin. Je suis ici, ça fait des années que je suis ici. Mais ça a été tellement difficile. Mais après, on a eu à trouver des situations atténuantes. Maintenant, c'est la même chose pratiquement ici. Ça va être tellement difficile parce que les gens sont habitués, les gens ont fait leur vie dans ces quartiers-là. Donc, donnons un peu plus de temps, 6 mois, 8 mois, pourquoi pas 1 an, pour leur permettre de se chercher d'autres coins pour pouvoir reprendre leur commerce à zéro. La décision, elle est tombée et maintenant il faut donner du temps. C'est ce que Firmin Teko Agbo a dit. Il y a Pascal Edo Agbové qui a proposé des discussions sans cesse entre le pouvoir public et puis nos amis qui font leurs affaires au bord des routes. Vous proposez quoi, cher ami? Moi, j'ai été ahuri par la prise de cette décision. Nous sommes dans un pays où c'est l'économie informelle qui est en train carrément de diriger le pays. Et quand vous voyez la plupart de ces jeunes-là qui entreprennent au bord de la route, quand même c'est des diplômés, c'est des gens qui ont fini leurs études universitaires, qui recherchent même des stages sans payer, mais qui n'en trouvent pas. Mais aujourd'hui, ils ont quand même eu l'opportunité d'avoir une affaire au bord de la route. Ils vendent des friperies, ils vendent du prêt-à-porter et ainsi de suite. Et du jour au lendemain, on vous dit, bon, on va vous déguerpir de là. Vous savez, les déguerpir pour les mettre où? C'est ça le problème. On va nous parler de marché. Il y a pratiquement plus de place au marché. Et le coût on va créer peut-être d'autres. Et le coût des boutiques au marché, c'est pas donné à tout le monde. Des boutiques qui coûtent à 100 000, à 200 000, même nos amis du Niger et autres qui acquièrent des boutiques, ils s'associent pour le faire. Une seule personne ne se lève pas du jour au lendemain, sort de l'argent de sa poche pour louer une boutique. Ça ne se fait pas. C'est beaucoup d'argent. Et quand vous voyez ces jeunes-là qui ont des conteneurs, un conteneur de 3 mètres sur 3, c'est 450 000 au moins. Quelqu'un qui va faire un prêt auprès des microfinances pour faire ça, et puis du jour au lendemain, on lui dit, bon, tu vas quitter ici, et certains maires, quand on les connaît, ils ne demandent même pas votre avis, ils viennent avec un bulldozer et puis ils ramassent tout. Alors que c'est ça aussi qui leur sert de fond de roulement. Quand vous prenez par exemple au niveau du marché d'Agracier, le maire entre-temps a fait déguerpir les bonnes dames qui sont sur la clôture. Mais en les déguerpissant, ils ont eux-mêmes installé des conteneurs. Maintenant, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on va faire débarquer aussi ces conteneurs? Quand vous prenez au niveau du campus, de la clôture du campus de Lomé, le CFE a fait installer des conteneurs. C'est sur la voie publique aussi. C'est sur le trottoir aussi. Qu'est-ce que cela va devenir? Je pense que c'est une décision qui doit être repensée pour permettre des discussions en amont. Pourquoi pas associer c'est vrai, bon, le DAGL, ils ont appelé les maires et les secrétaires généraux à discuter avec eux, mais ce ne sont pas les personnes avec qui ils doivent discuter. Les maires, ils doivent discuter avec les jeunes là, qui sont en train d'entreprendre au bord de la route, les bonnes dames, ceux qui vendent à Cluse, au Bon et autres, les appeler, discuter avec eux, trouver un consensus. Et les maires vont aller maintenant vers le DAGL et le ministère de l'administration territoriale pour poser le problème. Voilà où nous en sommes. Et ils peuvent trouver une solution. Mais de là, ça associer juste les maires qui sont aussi des gens qui profitent de la bonne marche de ces affaires-là, les associer et puis on leur dit, bon voilà, par le paiement des impôts et autres, qu'est-ce que les mairies eux-mêmes vont devenir? Parce que les mairies, elles crient à chaque moment qu'il n'y a pas de ressources, ils n'ont pas le moyen de faire ceci, de faire cela. Quand on va encore bannir ceux-là qui leur donnent le peu qu'ils ont pour faire leur roulement, parce qu'entre-temps, il y a un maire qui a dit qu'il n'a même plus d'argent dans sa caisse pour pouvoir acheter du carburant. Si aujourd'hui, on enlève le peu qu'ils ont,
qu'est-ce qu'eux-mêmes ils vont devenir? Parce que l'État ne peut pas faire une décentralisation et au même moment continuer pas à financer la commune. Autant ne pas faire de décentralisation. Donc aujourd'hui, il va falloir que l'État y pense réellement. Le Bénin l'a fait, mais le Bénin ne s'est pas levé du jour au lendemain pour le faire. C'est un processus, ça a été un processus sur au moins 7 ans, 8 ans, avant que ça ne soit comme ça aujourd'hui. Et ce n'est même pas encore fini. Quand vous allez dans des villes comme Godomé et autres, il y a encore un processus qui est en train d'être lancé pour permettre aux jeunes d'être bien assis avant de penser à autre chose. Et vous savez, dans l'esprit du Togolais, dans un milieu commercial, il n'y a pas cet esprit d'union-là. On ne peut pas s'associer pour aller prendre une boutique, par exemple, comme le font d'autres nationalités. Donc, il va falloir que le gouvernement aille doucement avec les jeunes pour ne pas les faire fuir du pays. Parce que quand vous allez aujourd'hui au service du passeport, on voit tellement de jeunes, à un certain moment on se demande combien de jeunes vont rester dans ce pays. Il faut faire très attention. Alors, Pascal Edo à Beauvais, vous avez proposé des solutions. Les discussions sont toujours en cours, sans doute. Oui, je crois que les autorités, ce que j'ai apprécié, les autorités sont très attentives à ce que les citoyens disent. Quand moi j'avais mené cette réflexion sur les réseaux sociaux, j'avais reçu des coups de fil de la part des institutions étatiques et chargées de ces questions-là. Cela prouve que les gens suivent un peu l'actualité, les gens suivent l'actualité et ils sont prêts à faire des concessions, à faire en sorte que des solutions soient trouvées de manière... Donc vous êtes optimiste? Oui, je suis optimiste, mais il faudrait que les gens, les gens soient au courant de nos propositions. Nous avons dit qu'au moins le délai minimum, ça devait être 6 mois, minimum, 6 mois. Parce que vous savez, quand vous renvoyez quelqu'un en même temps de son lieu d'affaires, vous le faites perdre beaucoup de choses. Firmer faisait un développement, on appelle ça un fonds commercial. La clientèle joue un rôle important. Ce n'est pas seulement son étalage, mais la clientèle. Donc quand on évalue le fonds de commerce, il y a la clientèle qui prend un montant très important. Donc quand vous faites déplacer un opérateur économique d'un milieu pour l'amener ailleurs, ça veut dire que cet opérateur va perdre sa clientèle. Une grande partie de sa clientèle, et cela a un coût. Donc ça c'est important. Il faudrait qu'on donne assez de temps aux gens. Deuxième chose, nous avons demandé à ce que on puisse demander, nous avons demandé à ce que les communes puissent trouver des espaces sur le territoire pour pouvoir vraiment amener ces espaces-là pour ceux qui seront renvoyés au bord des routes. Donc il faudrait qu'on puisse avoir des espaces aménagés. Nous avons dit également qu'on doit mettre en place un fonds de crédit spécial pour la réinstallation de ces opérateurs économiques. Parce qu'aujourd'hui, l'État a des mécanismes de financement des entreprises, que ce soit le FNFI, plusieurs fonds sont là. On peut dire, ces opérateurs économiques qui sont concernés par cette décision, on va mettre à leur disposition un peu de fonds pour les aider à s'installer. Et ils vont payer ça un peu. Et l'État a la possibilité de le faire. Nous avons également dit qu'il faudrait qu'on accorde des subventions d'investissement aux opérateurs économiques formellement installés. Parce que parmi les acteurs concernés, il y a des gens qui sont formellement installés. Donc, il faudrait que l'État puisse leur accorder des subventions d'investissement pour leur permettre d'asseoir encore leur entreprise ailleurs. Et autre chose, nous avons demandé à ce qu'on exonère ces opérateurs qui vont subir qui est exonération de ces opérateurs pour une durée de 2 ans. Pour compensation des préjudices subis, perte de clientèle, coût de réinstallation, tout ça là, c'est que l'État doit les identifier et leur accorder une exonération. Le temps de les aider à s'asseoir, à s'installer correctement. Pascal, vu aujourd'hui la crise, est-ce que vous pensez que, on dit souvent que l'État a toujours les moyens, mais est-ce que l'État a ses moyens de tout faire, surtout de regarder également ce côté? C'est une question de volonté politique. Vous savez, en matière, quand on parle de la macroéconomie, vous savez, quand les activités économiques ne marchent pas, quand il n'y a pas une forte consommation, l'État même va perdre. Parce que c'est les entreprises qui doivent travailler pour générer de la richesse, pour créer de la richesse. Et quand les opérateurs économiques ont des difficultés, du coup, l'État a des difficultés. Qui paie les taxes et impôts à l'État? Les taxes, les recettes fiscales et douanières. Mais ce sont les opérateurs économiques qui sont à la base. Donc, si les opérateurs économiques ont des difficultés, l'État aura individuellement des difficultés. Et donc, l'État doit comprendre que cette décision aura des conséquences néfastes sur ces opérateurs économiques. Donc, le fait de les accompagner, c'est une garantie pour l'État même de garantir ses recettes. Et donc,
c'est vrai qu'au départ, on peut se dire que c'est un investissement. Quand on parle d'investissement, ici, nous ne parlons même pas de dons. Un investissement, c'est important. Donc, on les aide à développer leur activité économique et en retour, ils vont payer des taxes et impôts. Et ça, c'est sûr. Et donc, on peut aussi les amener vers la formalisation. OK? Parce que ces acteurs qui sont dans le domaine, dans le secteur informel, on peut les accompagner progressivement à aller à formaliser leur activité pour avoir accès à ces ressources-là. Et donc, c'est une garantie pour l'État de pouvoir collecter des taxes et impôts. Voilà. Oui, Firmin Tekouabo, autant de propositions à l'État. Pascal l'a dit tout à l'heure, quand il a fait la publication de l'article, les gens ont répondu, les gens ont affiché l'envie là, ou bien, oui, l'envie de pouvoir comprendre et surtout d'aider leurs jeunes frères. Vous pensez aussi que cela va se faire? Je pense que cela doit se faire. Cela doit se faire. Ce n'est pas une question de possibilité, mais je pense que ça doit être un devoir du côté de l'État. Parce que Pascal Agbové a dit quelque chose d'important, la consommation. J'ai l'impression qu'en Afrique, souvent, on a de ces problèmes, dans presque tous les pays africains. On dit on veut la croissance, la croissance. Or, la croissance, c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. Oui. Quand il n'y a pas ces deux-là, il n'y a pas de croissance. C'est pour ça que je dis souvent, on ne peut pas avoir de la croissance avec les pauvres. Avec les pauvres, il n'y a pas de croissance. Ce n'est pas possible. Parce qu'il faut que des gens investissent, il faut que des gens y travaillent, aient de l'argent pour aller consommer. C'est tout simple. Et autant on consomme, autant l'État prélève ce qui lui revient. Oui. C'est tout simple. Autant, regardez tout cela qu'on va renvoyer de cette trottoir-là. Ça, l'État perd énormément. Parce que eux, ils ont créé de l'emploi. Oui. C'est ça. Ils ont créé de l'emploi. C'est-à-dire des gens qui viennent au boulot, peut-être une boutique à 2, 3, 4 personnes. Quel emploi? Oui. Et là, chaque mois, c'est ceux-là qui travaillent, là, ces employés perçoivent de l'argent. Mais avec ça, ils paient l'électricité à la maison, ils paient le loyer, ils envoient leurs enfants à l'école. Et donc, on envoie l'enfant à l'école, on paie sa scolarité, mais l'État prélève quelque chose. Mais celui-là, il fait quoi? Il va au marché, il s'achète de la viande, il s'achète du pain, ainsi de suite. L'État prélève toujours quelque chose. Donc, quand ceux-là vont se retrouver au chômage, l'État perd une bonne partie de ses ressources. Donc, je pense qu'en Afrique, on n'avait pas fait ces petits calculs-là. C'est pour cela que je rappelle cette expérience chinoise. En 2016, les Chinois, ils ont remarqué que à l'interne, la consommation a considérablement baissé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont choisi d'aider, de financer les entreprises privées pour leur permettre d'augmenter des salaires. Autant ils ont l'argent, autant la consommation va être importante. Parce qu'à l'époque, on avait dit qu'il y avait beaucoup de boutiques, beaucoup d'entreprises qui avaient fermé en Chine. Alors, pour permettre à ces entreprises de pouvoir rouvrir, donc il faut les doter d'un peu de sous. Ils ont l'argent pour faire tourner leur économie, ils ont l'argent pour faire payer leurs employés. C'est ça, on ne comprend pas en Afrique. C'est pour ça que les États africains disent on veut croissance, on va atteindre. Alors qu'on a assez de pauvres, on a des gens qui n'arrivent même pas à s'acheter un pain de 500 par jour. On va faire croissance comment? C'est pour cela que vous allez voir le soir vers les 18h, circuler dans Agoué. Il y a de petits cafés qui sont ouverts, il y a de petits restaurants, mais la plupart sont vides. Oui. Parce qu'il n'y a pas de sous pour consommer. Et quand on ouvre comme ça, et 2, 3 mois, 6 mois après, on ferme. Et quand on ferme, c'est dangereux pour l'État. Et l'autre chose, il y a des agents de l'OTR qui sont amoureux, tellement amoureux du fait de fermer les entreprises. Vous estimez qu'il n'y a pas de discussion? Oui, des fois il n'y a pas de discussion. Moi je connais pas. Non, c'est comme on leur a. Ils font leur boulot, non? Ils font leur boulot, mais vous n'avez pas fait votre boulot en détruisant l'État. Moi j'ai un ami coiffeur, il m'a dit qu'il devait 100 000 à l'OTR. Et puis il a disparu du quartier. Oui, en fait, l'OTR, c'est un autre débat carrément. C'est un autre débat carrément. Nous parlons des acteurs qui sont dans cet informel. C'est ceux qui n'ont pas assez de moyens. Voilà. Quand on les renvoie de ces lieux-là, ça va créer d'autres choses. Voilà. C'est les jeunes qui ont des petits baraques pour faire peut-être les coiffeurs, oui. Pour des petits commerces, vendre un peu des chaussures, des habits. Vous les renvoyez, messieurs les chères autorités. Je suis d'accord pour la décision. Ça, je crois que tout le monde est d'accord. Mais la manière. Tout le monde est d'accord. La manière. Oui, c'est la sécurité. Donc, vraiment, c'est le moment c'est une occasion pour nous de faire le plaidoyer.
dire à nos autorités que nous comprenons parfaitement l'importance de leurs décisions. Mais il va falloir qu'ils puissent associer les autres acteurs, que nous sommes aussi, nous sommes engagés à accompagner leurs efforts. Donc, on peut mener des réflexions ensemble pour trouver des bonnes mesures d'accompagnement de ces acteurs, de manière à ce que toutes les parties prenantes sortent gagnantes. Voilà. Bon, nous sommes dans un mandat. 2 minutes. Oui, nous sommes dans un mandat social. Hein, et le chef de l'État lui-même l'a dit. Nous sommes dans un mandat social et il va falloir à ce que nous faisions tout pour que la population soit à l'aise hein, dans ce qu'il fait. Mais là, on est dans une situation assez compliquée pour les jeunes et pour toute la population parce que ce sont ces marchés intermédiaires-là, les conteneurs et autres qui permettent à la population aussi hein, de ne pas se déplacer parce que le coût de déplacement aussi c'est quelque chose et tout le monde ne peut pas se retrouver au grand marché non plus. Donc même les marchés de quartier aussi, c'est pas tout le monde qui peut y être. Et on connaît hein, notre histoire et comment les marchés se créent. Donc du coup, il va falloir que le président de la République s'y mette parce qu'on sait que l'État aujourd'hui n'a pas assez de ressources. Ça, c'est quelque chose qui est criard, ça saute aux yeux. Donc il va falloir qu'on aille mollo, qu'on aille avec une certaine prudence dans ce genre de choses. Quand je prends juste la commune du Golfe 5, il y a au moins 3000 conteneurs. Imaginez si tous ces gens-là sont reversés à la maison. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 3000 conteneurs, imaginez toutes les familles qui sont derrière. Donc c'est beaucoup de choses. Donc, et ça, ce n'est que la commune du Golfe 5. Imaginez toutes les autres communes. C'est assez difficile. Il va falloir y repenser. Vous savez que nous avons un projet avec notre centre de recherche de géopolitique internationale. Nous avons un projet de la citoyenneté épais. Et chaque semaine, nous sortons des affiches numériques que nous partagons sur les réseaux sociaux. Cette semaine, nous avons pris un article de la Constitution togolaise. Tout citoyen a le devoir de contribuer aux charges publiques conformément aux conditions ou dans les conditions définies par la loi. Juste dire que la décision du gouvernement, c'est un acte citoyen. Nous ne condamnons pas la décision. Ça, nous ne condamnons pas la décision. Même nous appelons à plus de discussions pour que beaucoup n'en soient pas frustrés. Beaucoup n'en sortent pas aigris pour le bien de notre pays. Firmin Tekou Agbo, vous êtes chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Tekou Agbo. Merci beaucoup à vous. Merci. On dit également merci à Pascal Edo Agbové. Vous êtes expert en entrepreneuriat et en politique de développement. Passez souvent nous voir, Pascal Edo Agbové. Merci infini à vous. C'est un plaisir. Merci également à Gabin Adjao, juriste, analyste politique. On vous dit également merci avec humilité. On se retrouve la prochaine fois, toujours avec le même plaisir. Merci. À très bientôt.